Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. Esteban Ocon a gagné le Grand Prix de Hongrie 2021. Je répète, Esteban Ocon a gagné le Grand Prix de Hongrie 2021. Ceci n'est pas un exercice. Esteban, 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 tu l'as fait. It's done it, guys, it's done it. Can you believe it? Pouvez-vous le croire? Je ne le crois toujours pas. Incroyable. Incroyable. L'intro de cette vidéo est un peu claquée, mais c'est à la hauteur de ma joie. C'est à la hauteur de ma joie. Salut, c'est Jordan de La Grande Chicane, la première chaîne en français et en anglais cassée sur la F1 et le sport automobile. Et je n'aurais jamais cru que l'une des premières vidéos que je ferais sur ma chaîne serait à propos d'une victoire française. Il avait fallu attendre 24 ans entre la victoire d'Olivier Panis à Monaco en 96 et la victoire de Pierre Gasly à Monza en 2020, et moins d'un an entre les victoires de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon le dimanche dernier. Je ne sais que dire. Je regarde la F1 depuis que je suis tout petit et assidûment depuis 2008. C'est une vraie claque que j'ai prise entre nous. Les saisons 2021 et 2021 sont phénoménales jusque-là. Les voitures qui sont en milieu de peloton cette année, voilà, sont imprédictibles. C'est-à-dire que d'une course à une autre, on aura une AlphaTauri devant, une Alpine devant, une Aston Martin devant, on aura peut-être une Ferrari qui performera un petit peu moins bien, on aura peut-être une McLaren qui performera un petit peu moins bien, peut-être même qu'une Alfa Romeo ou une Williams, comme à cette course, performera un petit peu mieux. Évidemment, parfois, il y a des circonstances, comme durant cette course, où pas moins de 5 voitures de très haut niveau ont été éliminées, mais quand on offre ça sur un plateau d'argent, c'est très facile de vendanger. C'est très facile de rater un penalty. Parlez-en à la Suisse. Esteban Ocon, pour gagner cette course, a eu pour moi 6 facteurs. 6. Premier facteur, le départ, où il prend l'intérieur du virage alors que tout se passe à l'extérieur quasiment. Juste une chose, il a transpiré car Stroll est passé juste devant lui pour aller percuter Charles Leclerc. Ensuite, après le drapeau rouge et le nettoyage des débris, la piste sèche et Hamilton est le seul à aller sur la grille pour prendre le départ. Cela signifie qu'Hamilton va passer une course à cravacher. Dès le départ, il a une pénalité de 25 secondes que son équipe lui a donnée, hein, clairement. C'est-à-dire qu'en ne le faisant pas rentrer au stand, ils se sont infligés une pénalité à eux-mêmes. Troisième facteur important, évidemment, directement lié au fait que Hamilton ait été en fond de peloton, les bouchons. On a eu des voitures bouchons durant cette course. Williams et Schumacher. Latifi, en étant troisième après le restart, fait le bouchon sur toutes les autres voitures. Ça permet à Esteban Ocon et à Sebastian Vettel de s'envoler, clairement. Dans une moindre mesure, puisqu'il était quand même assez rapide, on avait George Russell qui était en 7e, 8e position, qui faisait un mini-bouchon. Mais un des bouchons les plus importants, c'était Mick Schumacher sur Max Verstappen qui avait une voiture endommagée, sur Pierre Gasly et sur Lewis Hamilton, qui n'arrivait juste pas à dépasser, quoi. C'est-à-dire que c'est très très difficile de dépasser sur ce circuit de Hungaroring, et c'est très difficile de dépasser tout court avec l'air sale, le dirty air, et peut-être que l'année prochaine d'ailleurs ça va changer. Quatrième facteur très important qu'on a tendance à oublier, sur l'arrêt au stand d'Esteban Ocon pour passer des médiums au hard, Alpine s'est sorti les doigts du pour faire un pit stop rapide, comme ils n'ont pas l'habitude, clairement. Je pense qu'ils ont fait un pit stop entre 2,1 et 2,2 secondes, ce qui leur a permis de rester devant Sébastien Vettel, qui avait un outlap beaucoup plus rapide que le dernier tour d'Esteban Ocon sur ses médiums. Enfin bref, c'est passé à un fil, mais c'est passé, bravo à Alpine. Quand vous voulez, vous pouvez. Cinquième facteur, et certains diront que c'est le plus important, à juste titre, Hamilton, qui était sur une stratégie qui était techniquement à un arrêt de plus que les autres, revenait comme une balle en fin de course avec ses pneus médiums, en étant 3 secondes plus rapide qu'Ocon, avec plus ou moins 20 à 30 secondes de retard. Mais il y a eu un os, un Alonsos. Fernando Alonso. Pardon pour les blagues pourries. Alonso devant Hamilton. Alonso a posé le bus pour que Hamilton ne passe pas. Il a bousillé ses pneus. Il n'est pas passé avant
Au moins, je sais plus, entre 5 et 10 tours. On n'est pas là pour... Voilà, on n'est pas à ça près, voilà, pour le débrief de ce Grand Prix. On s'en fiche, on est dans l'émotion. Alonso est de retour au top de sa forme et il l'a prouvé. Bravo à toi, Fernando. Can you hear the drums, Fernando? Cette victoire, c'est un vrai travail d'équipe d'Alpine. Bravo à eux. Sixième facteur, qui, au contraire du cinquième facteur, qui est le facteur Alonso, les gens pourraient avoir tendance à le sous-estimer. Ocon a fait une course parfaite, sans erreur. Il a géré sa course comme un chef. Il avait Vettel derrière lui pendant toute la course, entre 0.8, 1.4, sauf juste avant l'arrêt au stand. Un quadruple champion du monde derrière lui, un des plus grands champions de cette discipline. Il n'a pas bloqué une seule roue. Également, au moment des dépassements sur drapeau bleu, sur les retardataires, il a été très intelligent parce qu'il savait que Vettel attaquerait à ce moment-là. Il s'est placé comme un chef. Voilà, c'est-à-dire que s'il y avait une ligne parfaite, ce serait celle d'Esteban Ocon. Et en plus, croyez-moi, comme si c'était facile, comme si c'était la balade du dimanche sur la Côte d'Azur, la force tranquille, do you Saint-Tropez. Bref, je suis très très content pour Esteban Ocon parce que Esteban Ocon, au contraire d'un Pierre Gasly par exemple, on est obligé de les comparer parce que c'est vraiment voilà, nos deux espoirs voilà, de cette génération de jeunes pilotes. Esteban Ocon a une réputation de pilote qui endort, qui nous endort. Pas forcément le meilleur des dépasseurs, mais il sera toujours là pour exploiter le potentiel de sa voiture au niveau technique, au niveau stratégique. Il avait eu des courses très difficiles avant cette course en Hongrie. C'était des problèmes techniques au niveau du châssis. Il les a réglés. La voiture était réglée comme une horloge, comme une montre suisse. Je ne sais que dire. Esteban Ocon semble être un mec de cerveau plutôt que d'instinct. Sans faire de comparaison directe, vu que les générations ne sont pas du tout les mêmes, c'est ce que l'on pouvait penser d'un Alain Prost, que l'on appelait le professeur, qui était le roi de la science de la course, de la gestion de la course, et le roi du ménagement de sa monture, à une époque où les voitures étaient beaucoup moins fiables que maintenant. Est-ce que ça veut dire que Esteban Ocon est un nouveau professeur? Peut-être pas, il y a une tendance, ça c'est sûr par contre. Il y a plusieurs exemples qui pourraient nous faire dire cela à propos d'Esteban. Évidemment, il y a eu son podium l'année dernière à Sakir en 2020, quand il a fini deuxième derrière Sergio Perez. Il a complètement géré sa stratégie de course, a dépassé Stroll au moment où il fallait. Avec Esteban Ocon, il n'y a pas de dépassement kamikaze. Il n'y a que de l'intelligence de course. Et comme cela fait que, du coup, il n'est pas spectaculaire à l'écran, il y a toujours eu une clivance envers Esteban Ocon. Est-ce que c'est vraiment voilà, un pilote qui mérite d'être là? Est-ce qu'il n'est pas trop arrogant parfois? C'est ce que les gens ont pu penser de lui. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être un pilote spectaculaire pour être un bon pilote? On a eu plein de contre-exemples. Un des derniers champions du monde voilà, qu'on a eu avant Lewis Hamilton, c'était évidemment son coéquipier chez Mercedes, Nico Rosberg, qui n'était pas un pilote flamboyant, mais qui était un pilote qui mettait la voiture au bon endroit, au bon moment. Je crois qu'on n'a pas vu vraiment de Nico Rosberg faire des remontées incroyables de la 20e au podium, comme on a pu le voir avec Hamilton ou Vettel. C'était un mec qui mettait la voiture où il fallait, quand il fallait, sans avoir à cravacher. Bon, je pense qu'on a ce calibre-là chez Ocon. C'est un peu cette idée qu'un dépassement sur la piste est beaucoup plus spectaculaire qu'un dépassement au stand, sur un overcut ou un undercut. C'est sûr, mais ça reste un dépassement. Au final, le résultat est le même, la place est gagnée. Un autre exemple du profit de la régularité par rapport à la flamboyance, c'est la saison 2015 de GP3 d'Esteban Ocon, quand il a gagné le titre. Il remporte ce titre en gagnant la première course et en enchaînant, vous n'êtes pas prêts, en enchaînant 9 deuxièmes places d'affilée. Pourquoi aller chercher la première place quand tu sais que tu peux assurer le championnat en prenant des deuxièmes places? C'est aussi simple que ça. C'est quoi le but? Est-ce que c'est de gagner des courses ou de gagner un championnat? Bref, si un nouveau professeur il devait y avoir, Esteban Ocon pourrait prétendre au titre, même si le garçon est plus fan de Schumi à la base. Ce qui me rend heureux pour la victoire d'Esteban également, c'est que c'est la victoire d'un petit peuple. C'est un fils d'immigrés espagnols qui a vécu en Normandie, grandi en Normandie, près d'Évreux, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, Alpine, c'est quoi? Alpine, c'est vraiment la victoire de la région Normandie, puisque je crois qu'Alpine est basée à Dieppe,
Et même si on va plus loin, on peut dire que Viry-Châtillon, c'est pas si loin de la Normandie, puisque souvent voilà, les gens qui habitent en Île-de-France ou à Paris prennent un petit peu la Normandie comme voilà, leur petit jardin là, voilà, de vacances. Bref, Esteban Ocon, c'est vraiment made in France. C'est made in France, c'est... Voilà, c'est le mec, il a été rejeté de plusieurs académies. Finalement, il avait été recueilli par Jenny Lotus, puis par Mercedes. Des coups de fil toujours sur le fil, et finalement, c'est tu gagnes ou c'est la retraite assurée. Parce que vraiment, quand t'as pas de fond comme ne l'avait Esteban, c'est tu gagnes ou tu perds tout. Alors la question que je me pose, et que je vous pose à vous également, est-ce que Esteban gagnera d'autres courses dans le futur? La F1 est parfois imprédictible. Je pense qu'on a bientôt la fin d'une ère. Clairement, on a bientôt la fin d'une ère. Hamilton, c'est bientôt fini. Vettel, c'est bientôt fini. Alonso, le coéquipier d'Esteban, il est de retour. Il avait déjà pris sa retraite. Il va pas rester longtemps. Il va nous faire une choumie entre 2010 et 2012, j'ai l'impression. Il y a le changement de régulation de 2022 qui va rabattre les cartes, un peu comme ça avait été le cas en 2009-2014 notamment. Donc honnêtement, ça va laisser la place aux jeunes, ça va laisser la place à Esteban, à Pierre Gasly, à Max Verstappen qui est encore très très jeune, à Lando Norris. On est sur le switch d'une génération. En fait, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller en F1 parce que c'était bouché par les vieux briscards. Et ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On va avoir du 109 dans les prochaines années. Je dirais, je taperai sur du 2025. Et même des gens qui ont commencé leur carrière en 2010 vont arrêter leur carrière. Je ne vois pas Sergio Perez aller très 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 loin non plus. Je ne vois pas Daniel Ricciardo, je l'adore, aller jusqu'en 2030. Une nouvelle ère qui va commencer. Et donc pourquoi pas de nouvelles victoires d'Esteban Ocon si Alpine délivre une très belle voiture pour les années à venir. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je parlais de Normandie tout à l'heure, mais il y en a un autre de Normand, c'est Pierre Gasly. Imaginez si les animosités entre Esteban Ocon et Pierre Gasly venaient à se calmer à l'horizon 2022, 2023, 2024. Ce serait incroyable. Ce serait la team Normandie, la team Mont-Saint-Michel. En tout cas, j'ai quelque chose qui me dit que on pourrait avoir la guigne. Si l'histoire se répète, on pourrait avoir la guigne parce que les deux dernières victoires françaises avant Gasly et Ocon, c'était Alési en 95 au Canada et Panis évidemment en 96 à Monaco, année après année. Et là, c'est l'histoire qui se répète en fait. On est sur des victoires back-to-back 2020-2021. Est-ce que ça veut dire que la prochaine victoire française sera en 2045? Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Moi j'ai une coutume, c'est-à-dire que quand quelque chose de très bien se passe en Formule 1, j'achète l'équipe, j'ai voilà, effectivement, le coup de foudre de Esteban Ocon, incroyable, c'est totalement flou, c'est normal, c'est ma caméra qui veut ça, j'avais évidemment voilà, la magie Gasly évidemment juste avant ça, j'achète Auto Hebdo aussi également. N'hésitez pas à vous rappeler de ce genre de moments, voilà, en famille évidemment. Moi j'avais filmé les victoires de Gasly et d'Ocon parce que je les ai vus, j'ai eu la chance de les voir avec mon père. Ouais, voilà, n'hésitez pas à trouver des moyens de vous rappeler de ces bons souvenirs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Assez de chicane pour aujourd'hui. Bye bye.